Épisode 12, je réponds à toutes vos questions. Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Melak Al-Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître tout en lâchant prise et en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma très chère Oumi, ma maman, qu'Allah le fasse miséricorde, et surtout, je raconte sa magnifique mort. Tu peux découvrir un extrait gratuitement sur le lien en description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. J'ai une conviction, et cette conviction c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise, et bonne écoute. Alors j'espère que tu vas bien. Moi alhamdoulilah, ça va. Aujourd'hui, donc c'est un épisode un petit peu particulier parce que j'ai fait une petite annonce sur Instagram. En vous prévenant que je préparais mon prochain podcast, une FAQ. Je vous ai demandé de me poser toutes vos questions. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Insta, je te conseille d'y aller parce que je partage régulièrement des posts, des stories et puis parfois on interagit par rapport au podcast. Je peux poser des petites questions, je peux vous demander des sujets de podcast par exemple. Si tu veux me donner des idées, etc. Bref, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. C'est Miracle Fajr, collé, Miracle Fajr, et tu me trouves normalement. Donc aujourd'hui, j'ai pas préparé, j'ai juste les questions devant moi. Je les ai triées par sujet. Et donc j'ai les questions, je n'ai rien préparé, donc ça va être un peu freestyle, mais normalement ça devrait le faire tranquillement, Inch'Allah. Les premières questions vont être en lien avec mon livre, Inch'Allah, l'écriture et tout ce qui concerne mon livre. Et les premières questions qu'on m'a posées, c'est est-ce qu'il va être traduit en arabe, est-ce qu'il va être traduit en anglais? Honnêtement, j'ai trop envie, ça c'est clair. J'aimerais vraiment qu'il soit traduit en anglais, en arabe, c'est ce que je pensais dès le départ. Plus une petite langue d'Asie, je sais pas encore laquelle. Mais bon, c'est pas un projet que je vais concrétiser tout de suite, c'est pas ma priorité. En réalité, je me suis pas renseignée, je sais pas comment ça se passe. Probablement que, je n'ai aucune idée du process. Donc j'imagine qu'il va falloir que je trouve une traductrice, que je vois ensuite comment. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et puis une fois qu'il est traduit, il y a aussi toute une réflexion derrière de marketing, de comment je fais la promo de ce livre en fait. Parce qu'autant en France, j'ai ma petite communauté sur Instagram, les personnes qui me suivent depuis un moment, je connais des gens, je pouvais faire des petites choses, mais franchement côté anglophone, je pars vraiment de zéro. Donc ça va demander beaucoup de travail et une réelle réflexion autour de ça. Et pour le moment, c'est pas ma priorité, j'ai d'autres priorités, mais Inch'Allah, c'est vraiment dans mes projets futurs. Donc qui sait, peut-être en 2023, je sais pas. Inch'Allah khair. En tout cas, je suis partante, faut savoir que je suis partante. On m'a demandé aussi, est-ce qu'il va y avoir la version Kindle de mon livre? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont au Maghreb, en Afrique, dans les pays du Moyen-Orient, etc., un peu partout, et qui veulent lire mon livre, et c'est hyper compliqué parce qu'Amazon ne livre pas, et sinon les frais de port ça devient à un prix faramineux. Donc oui, bonne nouvelle, il va bien y avoir une version Kindle, Inch'Allah. Par contre, je ne sais par contre là pour le coup je sais quand est-ce que ça sort. Inch'Allah, ce sera pour cet été. Donc cet été, Inch'Allah, je vous mets la version e-book et du coup vous pourrez les personnes, vous pourrez le lire depuis chez vous. Honnêtement, clairement, moi je préfère la version papier. Je trouve qu'il n'y a pas mieux. On peut, on peut l'avoir, on l'a entre les mains. On peut la mettre sur le table de chevet. On peut mettre notre livre sur notre table de chevet. On peut, je trouve ça beaucoup plus agréable. Mais c'est pour ça que j'ai lancé d'abord que mon livre papier. Mais Inch'Allah, la version e-book ne va pas tarder à sortir, Inch'Allah, puisqu'on est déjà le 28 mai. Quel budget minimum à prévoir pour écrire et publier son livre seul? Bon,
comme tu le sais ou pas, hein, peut-être que t'es passé à côté, mais j'ai fait un podcast sur les coulisses de mon livre et j'ai raconté que j'ai pris un coaching à 10 000 euros. Bien sûr, c'est une sacrée somme et t'es absolument pas obligé de déverser cette somme pour écrire et publier un livre. Oh que non, hein, y a beaucoup de gens qui l'ont fait, qui se sont débrouillés, qui ont pas du tout pris de coaching, qui l'ont fait et qui ont été au bout et qui ont publié leur livre et c'est très très bien comme ça. Il y a plusieurs manières de faire. D'abord, tu peux te faire éditer. Il y a des maisons d'édition, il y a des maisons d'édition musulmanes, etc. Faut se renseigner un petit peu là-dessus. Moi, je me suis pas renseignée. J'étais pas trop intéressée, mais voilà. Déjà, tu peux. Ce qui est bien avec le côté maison d'édition, normalement, c'est que il y a quand même pas mal de choses qui sont prises en charge. On t'accompagne pendant l'écriture, pendant ton projet d'écriture, ou au moins on t'accompagne, je veux dire, entre le moment où t'as écrit ton premier jet et on va t'accompagner par exemple pour la correction, pour le lancement du livre, pour le côté marketing, etc., pour la promo. On va t'accompagner dans pas mal de choses pour le côté graphisme, etc. Donc déjà, il y a cette option-là. Ensuite, il y a l'option je fais tout, vraiment tout toute seule. Et là, franchement, tu peux après, juste avant de reprendre ce que je voulais dire, mais quel est ton objectif final? Et je pense qu'il est important de se poser cette question. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux comme rendu par rapport à mon livre? Moi, personnellement, je voulais un rendu qui soit, entre guillemets, professionnel. Je voulais que mon livre, que t'aies l'impression que t'aurais pu le trouver à la Fnac, ou à la bibliothèque, tu vois, à la médiathèque. Enfin, que ça fasse vraiment livre professionnel, livre qui est sorti d'une maison d'édition, livre qui est vraiment de qualité. Je voulais que la forme soit aussi qualitative que le fond. C'est pour ça que j'ai autant investi. J'ai pris une photographe pour ma photo de couverture. C'est une graphiste qui m'a fait la maquette du livre, donc tout l'intérieur du livre, ainsi que la couverture du livre, la 4e de couverture, la 1re de couverture. Il y a une correctrice qui a lu mon livre, qui a corrigé mes fautes, qui a corrigé mes coquilles. Donc j'ai fait appel à une coach qui m'a accompagnée vraiment pendant tout ce process. C'est elle qui travaillait en fait avec des freelances et c'est elle qui m'a ramené donc la graphiste, etc. Moi je connaissais pas, mais voilà, donc moi je voulais tellement que mon livre soit de la meilleure qualité possible, que voilà, j'ai choisi de faire comme ça. Maintenant, si toi c'est pas dans ton projet, enfin voilà quoi, toi tu as un rêve qui est d'écrire un livre et de le publier, et que et que ça te dérange pas trop, tu vois, si c'est pas parfaitement parfait. Moi j'étais hyper je suis pas quelqu'un de rigoureuse, hein, mais pour mon livre j'avoue que je l'ai été un peu. Si toi c'est pas ça, c'est que toi c'est tranquille, c'est cool, tu veux juste publier ton livre sur Amazon, pas trop te prendre la tête, etc. Tu peux te débrouiller aussi par exemple sur Canva pour faire la couverture. Tu peux te débrouiller je pense que tu peux aussi faire la maquette du livre sur Canva. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que si tu veux le publier sur Amazon par exemple, il y a des normes à respecter, c'est-à-dire des dimensions du livre à respecter, et c'est là où voilà, il faut que tu vois un petit peu comment faire pour que ça respecte bien ces normes-là, pour pouvoir ensuite le faire imprimer par Amazon. Si tu choisis de l'imprimer par une imprimerie, voilà, tu vois, et ensuite de le vendre toi-même, etc. Je crois que c'est beaucoup plus light déjà. Les dimensions, etc. C'est beaucoup plus. Tu peux faire ce que tu veux, il me semble. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire, ça dépend. Tu peux te débrouiller quasiment gratuitement, peut-être juste prendre une correctrice pour te corriger ça, mais franchement tu peux trouver des personnes qui il y a plusieurs personnes qui m'avaient proposé leur service. Donc tu peux trouver des correctrices même dans la communauté musulmane, etc. Après il faut juste essayer d'en trouver une qui fait quand même du bon travail, mais il y en a pas mal qui se lancent, il y en a pas mal, tu peux trouver à petit budget, franchement tu peux trouver de tout, mais grosso modo ce que j'essaie de dire c'est que tu peux écrire ton livre avec un petit budget ou bien ou presque ça ne te coûte pas grand chose, tu vois. Ensuite si tu veux une troisième option là pendant que je parle qui me vient à l'esprit, c'est BOD, la plateforme BOD. La plateforme BOD, c'est une plateforme qui est intéressante parce que ils peuvent gérer eux le côté, il me semble, la correction du livre
et le graphisme en fait, la couverture, la maquette du livre, etc. Il me semble qu'ils peuvent s'occuper de ça. Et ensuite, ils vont s'occuper aussi de l'imprimer et de te livrer le livre et de te faire, de s'occuper de la livraison, etc. Donc ils prennent un peu tout en charge. C'était combien le prix? C'est quelques centaines d'euros, je me rappelle plus, mais c'est quelques centaines d'euros. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que une fois qu'ils le mettent en ligne, en fait, les commissions que tu vas avoir vont être toutes petites. Vont être faut juste savoir que par rapport à Amazon, déjà qu'Amazon prenne des grosses commissions, bon de toute façon ça se passe comme ça dans le milieu du livre, dans le milieu quand tu rentres dans une maison d'édition, de toute façon c'est ce que tu gagnes, tu écris pas un livre pour t'enrichir quoi, sauf s'il devient best-seller. Mais ce que je veux dire c'est la plateforme BOD, ils peuvent prendre en charge tout ça, mais derrière, ils vont te prendre des grosses commissions. Si tu vas sur la plateforme, donc tu tapes BOD, tu vas trouver les informations dont tu as besoin et tu peux aussi simuler en fait. Voilà, tu peux simuler le nombre de pages, machin, et voir le prix auquel toi tu voudrais mettre ton livre et voir un petit peu quelle commission tu as, etc. Je te laisse te renseigner. Donc voilà j'espère avoir répondu à peu près à la question. Est-ce qu'on peut acheter mon livre ailleurs que sur Amazon? Alors, faut savoir que moi, je n'ai pas de stock. J'ai tout délégué à Amazon. C'est-à-dire que Amazon imprime mon livre et Amazon livre mon livre. Voilà. Donc moi, j'ai pas du tout de stock. J'ai quelques livres chez moi. C'est des livres que j'offre ou des choses comme ça. Mais sinon, je n'ai pas du tout de stock. Donc, je ne gère pas ça. Maintenant, je commence tout doucement à faire appel à des librairies. Enfin, il y a des librairies qui m'ont contacté pour me demander s'ils pouvaient proposer mon livre. Donc il y en a une que j'ai acceptée. Après ils ont pas pris beaucoup de livres pour le moment, mais voilà, je pense qu'à l'avenir je vais proposer mon livre à des librairies musulmanes, comme ça, Inch'Allah, toutes celles qui ne peuvent pas, parce qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent pas payer sur Amazon, parce qu'elles peuvent pas payer sur PayPal, ou parce qu'elles veulent pas utiliser cette plateforme, elles ne l'utilisent pas, etc. Inch'Allah, je vais essayer donc de faire appel à plus de librairies, comme ça vous avez plus de choix, Inch'Allah. Je pense que je vous tiendrai au courant, surtout, je pense que ça sera sur Instagram en fait, honnêtement. Pour le moment, je pense que j'informerai sur Insta ou peut-être par mail, Inch'Allah. Quelle place a pris mon époux dans mon projet d'écrire un livre? Je sais pas trop ce que la personne veut dire derrière cette question. J'ai envie de dire un peu aucune. Je vais dire ce livre, c'était un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs années. Quand j'ai commencé à l'écrire, j'en avais pas parlé au départ. Je lui en ai parlé bien sûr cette année, avant de me lancer vraiment, je lui avais dit que je voulais écrire, etc. Il était, il était ok. et puis voilà quoi, je veux dire, je sais pas, mais ce que je veux dire, le message quand même que je tiens à faire passer, parce que une fois, on m'a posé la question sur Insta, est-ce que ton entourage t'a soutenu? Est-ce qu'on a été là pour toi, etc. Et moi, ce que j'ai essayé de dire, mais en fait, je disais, mais je n'attends pas ça, en fait, de mon entourage. Je considère que la personne qui doit être là pour moi, qui doit me soutenir, qui doit m'aider vraiment à réaliser mes projets, c'est moi-même. D'accord? Je fais dua, je place ma confiance en Allah, et ensuite, moi, je me bouge et j'agis et je fais ce que j'ai à faire sans attendre le soutien de quiconque, en fait. Si je reçois du soutien, c'est positif, c'est un cadeau, j'en suis heureuse, et j'en ai reçu, mais je n'en attends absolument pas, en fait. Le soutien est un cadeau et pas une nécessité. Et ça, c'est quelque chose qui, j'ai beaucoup évolué par rapport à ça. Avant, j'avais besoin du soutien, de l'autorisation, des encouragements, vraiment de la présence des personnes qui comptaient pour moi. C'est-à-dire que j'avais besoin qu'on me dise « Bravo Meima, tu vas y arriver, tu peux le faire, vas-y, lâche rien, etc. Oui, fais-le. » Voilà, presque des encouragements, des soutiens et presque aussi qu'on m'autorise. Voilà, j'avais besoin avant qu'on m'autorise à croire en moi, qu'on m'autorise à réaliser mes rêves, à réaliser mes objectifs qui me tiennent à cœur. Et ça,
J'avais une espèce de dépendance. Et si jamais on ne me soutenait pas, ou qu'on ne me disait pas tout le temps, ouais, c'est très bien ce que tu fais, continue, ou si on me disait même des fois des petites choses un petit peu négatives, genre, mais t'es sûr tu vas y arriver, quand même, c'est quand même difficile ce projet, ou bien, t'es sûr tu vas investir une telle somme, franchement, tu vas jamais le rentabiliser, hein, enfin, je veux dire, voilà, quoi. Ou bien, vous savez, avant, ça m'aurait découragée complètement. Je me serais dit, oh là là, ouais, non, elle a raison, je peux pas y arriver en fait, ou c'est une mauvaise décision, etc. En fait, j'aurais fait complètement dépendre mes choix, mes décisions des autres. Et ça, c'est quelque chose, alhamdoulilah, qui a changé. C'est-à-dire que ça fait depuis quelques temps maintenant, alhamdoulilah, que je fais un travail sur moi pour que je sois ma propre meilleure amie, pour que je me soutienne dans tout ce que j'ai à faire, que je sois là pour moi. Parce que la seule personne qui a ce devoir-là envers moi, c'est moi-même. C'est pas les autres. Les autres, comme j'ai dit, c'est un bonus, c'est du cadeau. Quand on m'aide, quand on me soutient, quand on m'encourage. Et il y a des personnes, franchement, qui m'ont spontanément beaucoup aidée, qui m'ont beaucoup soutenue, qui m'ont dit des belles paroles, ou bien, que ce soit pendant l'écriture de mon livre ou bien après l'écriture. Une fois que j'ai publié, j'ai vu qu'il y avait des personnes de mes proches qui m'ont beaucoup soutenue, et franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Et j'étais super contente. Moi, je pense à mon oncle du Canada qui est trop mignon et qui a parlé de mon livre à toutes ses connaissances, qui partageait tous mes posts, qui était vraiment à fond derrière moi. Je trouvais ça très touchant. Alors que à côté, il y a des personnes qui étaient aussi très proches, des amis qui étaient très proches ou des choses comme ça, qui finalement ne m'ont pas apporté de soutien. Voilà, après je me suis pas dit ah oui, alors elle m'a pas soutenue ou ceci ou cela. Je me suis juste dit bon, c'est pas grave, enfin je veux dire, elle est occupée, elle fait sa petite vie, elle-même elle a des préoccupations, enfin je veux dire, c'est ok, je suis pas le centre du monde quoi. Et c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est une mauvaise amie, ou ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ou que je veux lui en vouloir, ou que je veux lui dire ah oui, t'as pas été là pour moi. Non, pas du tout, parce que j'estime que c'est pas son devoir à elle, c'est mon devoir à moi d'être présente pour moi. C'est à moi de me soutenir. Les autres, c'est un cadeau. Et s'ils ne sont pas là, c'est pas grave en fait. Enfin, je veux dire, on connaît pas en plus les circonstances des gens. Hein. Des gens, c'est pas de mauvaise volonté. Ils y pensent même pas. Ou voilà. Donc je me suis un peu éparpillée par rapport à cette question, mais ça me tenait à cœur quand même de parler de ça et de dire que voilà, il faut finalement, il faut avoir une relation forte avec soi-même. Voilà, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, je prends mes décisions et je fais mes choix et je m'autorise. Je fais ça, je fais dua, etc. Mais après, vraiment, je fonce et j'attends rien de personne. Et alhamdoulilah, c'est vraiment ce que je te conseille de faire aussi, incha'Allah. Ensuite, qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi? Le choix des mots, des phrases, est-ce que ça a mérité réflexion? Alors, donc mon livre, je l'ai écrit en plusieurs fois. J'ai écrit le premier G, et ensuite j'ai fait la correction, et ensuite j'ai fait la réécriture. Chaque fois, ça m'a demandé un travail créatif, mental qui était différent. Le premier G, c'était de la création. C'était vraiment, j'écrivais dans le flow. C'est-à-dire que vraiment, je me mettais en condition et je réfléchissais surtout pas sur les mots et les phrases. C'était vraiment... j'écrivais en mode inspiration créative, c'est-à-dire que vraiment je laisse les mots couler à moi. Je choisis pas les mots, je réfléchis pas, je sais ce que je vais raconter, j'ai l'histoire dans ma tête et après je laisse les mots couler vraiment. Je me fais confiance, je me pose pas de questions, machin. Même si si jamais je vois que c'est un peu mal écrit, tout ça, je m'en fiche. L'objectif, c'est d'écrire avec mon cœur. Voilà, le premier jet, c'est écrire avec son cœur. Écrire avec son cœur, écrire avec mon cœur. Beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup pleuré et tout ça. La première écriture était très émouvante, mais j'écrivais vraiment dans mon flow. C'est-à-dire dans un état vraiment de créativité en réalité. Et ensuite, j'ai envoyé mon livre aux bêta-lectrices, j'ai reçu ensuite toutes leurs remarques, j'ai corrigé à partir de leurs remarques en me disant ok, donc ça, il faut que je change ça, il faut que j'enlève ce chapitre 5. Le chapitre 5 a été complètement modifié après le retour des bêta-lectrices. Et voilà, j'ai apporté des modifications. Et ensuite, il y a eu le travail de réécriture. C'est-à-dire, ça a été un travail très, très
très minutieux, très différent du premier. Là, par contre, c'était vraiment, ça demandait de la concentration. Et là, oui, là, il y avait le choix des mots. Là, j'étais tout le temps sur synonymo parce que des fois, je me répétais beaucoup et je me dis, ah ouais, non, là, je me suis trop répétée dans cette phrase. Ok, bah là, je vais choisir, je vais faire attention, quel est le mot qui sonne le mieux, qui résonne le mieux, quelle est la phrase qui va exprimer le mieux ce que je veux dire, etc. Et là, on est vraiment dans le petit détail. Et là, vraiment, là, je faisais dans la dentelle, quoi. Là, j'étais vraiment concentrée. J'étais pas du tout dans le flow, dans la créativité, etc. Non. J'étais dans la concentration, dans la méditation, dans la réflexion, dans le choix des mots, le choix des phrases. Qu'est-ce qui résonne le mieux? Qu'est-ce qui sonne le mieux? Qu'est-ce qui est parfois le plus poétique? Qu'est-ce qui est le plus touchant? Qu'est-ce qui est le plus beau? Qu'est-ce qui est le plus grammaticalement correct, etc., etc. Donc voilà. Donc c'était un petit peu, donc ça s'est fait comme ça. Est-ce que mon livre peut aider à surmonter le deuil, quelle que soit son histoire? Alors, moi, je pense que au-delà que ce soit le deuil, que ce soit les épreuves de la vie, etc., je pense que mon livre peut vraiment, vraiment aider, bi'idhnillah, parce que finalement, mon livre, c'est quoi? C'est un rappel, en fait. Mon livre, c'est un rappel, mon livre, c'est une da'wa, mon livre, c'est rapproche-toi d'Allah, et aie confiance en lui, il est la réponse à tes doigts. Rapproche-toi de lui, aime-le, aie une bonne opinion de lui, espère son paradis, espère son pardon, espère sa rahma, goûte à sa rahma, tu vois. Enfin, c'est vraiment un message finalement qui est le message principal finalement, tu vois, ça va être ça. Du coup, on a tous besoin d'entendre ça. Et je pense que quelle que soit son épreuve, ce rappel-là va nous impacter de manière positive. Quelle que soit son épreuve, ça va nous faire du bien. Ensuite, mon livre est découpé en 2 parties. Il y a la partie sur l'histoire de ma maman et sa maladie, etc. Et il y a aussi une partie qui va me concerner moi. Alors, je vais pas spoiler, mais je raconte mon cheminement après le deuil. Et là, pour le coup, je crois vraiment qu'une personne qui vit une épreuve difficile ou qui vit un deuil, ma partie à moi va beaucoup lui parler. Wallahu a'lam, mais je pense que ça va beaucoup lui parler parce que je pense qu'elle va se retrouver dans mes douleurs et elle va aussi éventuellement se projeter dans comment j'ai avancé, comment j'ai cheminé vers plus de sérénité, comment est-ce que j'ai retrouvé ma sérénité intérieure. Et là, ça devient intéressant parce que du coup, je lui donne des pistes finalement pour aller mieux et là, je lui redonne de l'espoir. Et il y a pas mal de personnes qui ont lu mon livre qui avaient très peur. Il y a plein de gens qui ont peur de lire mon livre. C'est peut-être ton cas, toi aussi. Je reçois plein de messages qui me disent j'ai peur de lire ton livre. J'ai mon livre entre les mains. J'ai ton livre entre les mains. J'ai ton livre dans ma bibliothèque. Mais j'ai trop peur de l'ouvrir. Je me prépare psychologiquement. Je le regarde. Au départ, ça m'a fait rire. Je me suis dit sérieux. Et ou bien des personnes qui ont peur de l'acheter. Du coup, ils ont peur de lire, donc ils ne l'achètent pas, etc. Mais subhanallah, très sincèrement, j'ai reçu. Donc il y a des personnes qui ensuite ont pris leur courage à 2 mains et l'ont lu. Je pense à une sœur, Life par exemple, sur Instagram, qui avait peur, qui me disait mais j'ai peur de lire. Elle l'avait pris, mais elle disait franchement j'ai peur de l'ouvrir et de le lire. Et finalement, elle prend son courage, elle le lit. Et subhanallah, voilà, elle me fait un retour absolument magnifique. Bon, je l'ai pas noté là, je l'ai pas préparé, mais finalement, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Et elle en est ressortie. Ça lui a fait même tellement du bien qu'elle veut le faire lire à ses filles. Subhanallah, alors que parce que même si j'aborde la notion de la mort, du deuil, c'est pas de manière tragique ou désespérante, pas du tout. L'objectif c'est de te donner de l'espoir à la fin, de te faire goûter à la sakina, à la rahma, et que tu en ressortes plus forte, que tu en ressortes avec l'envie vraiment de te rapprocher d'Allah, d'agir, de préparer ton paradis, de reprendre ta vie en main, de devenir, d'être plus heureuse dans ta vie. Vraiment, l'objectif, c'est que ce soit un élan, en fait. Ça soit un élan dans ta vie, mon livre. À la fin du livre, que tu dises, ok, j'ai pleuré. Je te cache pas que, voilà, franchement, il y en a énormément qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré, ok. Mais il y en a une qui m'a dit ça, elle m'avait fait rire parce qu'elle m'avait sorti une phrase qui était complètement paradoxale. Elle m'a dit ouais franchement, elle m'a dit ça m'a beaucoup fait pleurer, ça m'a fait du mal, mais en même temps qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Je dis non mais
Tu te rends compte que c'est un peu paradoxal ce que tu me dis. Elle me fait non mais voilà tu pleures etc, c'est intense, c'est émouvant. Elle me fait mais en même temps qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que vraiment voilà, et j'ai eu beaucoup de retours comme ça, hein. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas eu deux. En fait, il y a personne qui m'a dit « Oh là là, j'aurais pas dû lire ton livre. Ça a réveillé trop de douleurs, ça a réveillé trop de traumatismes, j'aurais pas dû, je regrette. » Et franchement, personne jusqu'ici, de tous les retours que j'ai eu, après la wallah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a pensé mais qui me l'a pas dit, mais en tout cas, de tous les retours que j'ai eu, voilà, j'ai pas eu ce type de remarque-là. Est-ce que j'écrivais beaucoup avant de me lancer dans l'écriture de mon livre ? C'est une question intéressante. Avant 2018, disons. Franchement, non, j'écrivais pas. J'avais un petit journal intime, vite fait. Mais vite fait, hein. Non, je n'écrivais pas. Franchement, je n'écrivais pas du tout. Je lisais beaucoup, par contre. Moi, je suis une grande lectrice. Je lisais énormément. Et puis, je décide donc de créer ma page Facebook de Muslim Mindset. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et je me donne un défi. En fait, je me lance un défi. Je me dis, Oumaima, tu vas publier 4 posts par semaine. Et c'est des posts qui sont longs, hein. Je me disais, voilà, j'écris beaucoup, je me lâche. Au départ, ce que j'écrivais, franchement, je trouvais ça bof, pas très bien écrit. Voilà quoi, c'était trop commun à tout ce qui se faisait déjà. J'avais pas ma plume, j'avais pas mon style d'écriture, j'avais pas ma manière à moi de transmettre les émotions, j'avais pas tout ça. Et puis j'écrivais régulièrement, toutes les semaines. Donc 4 posts par semaine, 4 longs posts par semaine. Je me posais devant mon ordi, j'écrivais. Et j'ai jamais vraiment arrêté depuis. Donc disons que depuis juillet 2018, au moment où je me lance ce défi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai énormément écrit. Donc là, après, il y a mes bulles de sérénité du lundi, il y a mes posts régulièrement, il y a voilà le guide, par exemple le guide du Miracle Fajr, voilà mes mails, etc. Enfin, vraiment, je me mets à écrire. Ah oui, et puis il y a aussi les supports de mon programme MFR, de mon programme d'accompagnement Miracle Fajr Routine. Et finalement, je me retrouve à écrire beaucoup. Et je prends énormément. Enfin, dès le départ, par contre, j'aimais écrire. C'était un kiff. Franchement, me poser comme ça et écrire mes idées, mes réflexions, etc. Ça a toujours été un kiff, ça c'est clair. Mais voilà. Et puis à force d'écrire, en fait, on s'améliore. Je sais que la lecture m'a énormément aidé. J'ai toujours eu du coup ça m'a aidé dans le sens où les mots sont fluides et j'écrivais de manière fluide et j'ai un bon instinct sur le choix des mots, sur la sonorité des mots, comment les mots, enfin je sais pas. Voilà, je pense que ça vient de la lecture et ça vient aussi de l'écriture à force d'écrire. J'ai développé en fait ma petite plume, mon petit style d'écriture à moi. Et voilà, donc oui, j'écrivais beaucoup en fait avant l'écriture de mon livre. Et une fois que j'ai commencé à écrire mon livre, du coup, c'était beaucoup plus simple. J'avais déjà l'habitude de me poser sur ordinateur et de taper dedans, hein. Déjà rien que ça, mais de rien, ça demande quand même, je vais dire, voilà, il faut être capable d'écrire pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Si t'as pas l'habitude, si t'as jamais fait ça, c'est dur au départ. Donc déjà, j'avais cette habitude-là. Et mince, pardon, désolée. Mon téléphone est sur vibreur, alors que d'habitude, je le mets sur silencieux. Je suis désolée. Ça a vibré là d'un coup. Donc, qu'est-ce que je disais? Subhanallah. Oui, donc je disais... Oui, j'écrivais pas mal avant. Je sais plus ce que je disais exactement. Ah là là, vraiment désolée. Donc, prochaine question. J'ai reçu ton livre, mais j'ai peur de le lire. Bon, j'ai répondu à cette question un petit peu avant. Est-ce que ce sont les vrais prénoms de mes frères et sœurs à l'intérieur du livre? Donc, si tu as lu mon livre, tu sais que les prénoms sont plutôt originaux, hein. Eh bien, oui. En fait, ce que j'ai fait, faut savoir que donc on est 8, masha'Allah. Les 3 premiers, on avait un seul prénom. Et les 5 derniers, donc c'est mes 2 sœurs et mes 3 petits frères, ont tous eu 2 prénoms, ok. Ce que j'ai fait, c'est que pour les filles, j'ai mis leur 2e prénom en avant dans le livre,
C'est leur deuxième prénom en fait qui est mis en avant. Donc Jouairia et Tasnim, c'est leur deuxième prénom, mais c'est leur prénom à elle. Ensuite, Ounais, c'est son premier prénom. Il a deux prénoms, je vais vous dire. Il s'appelle Ounais et Montassar. Et donc, on l'appelle Ounais. Ensuite, il y a Mohannad Moussab. Et on l'appelle, dans le livre, donc c'est Mohannad et on l'appelle plutôt Mohannad à la maison. Et enfin, il y a Wael Ryan. Donc, Wael, c'est le dernier. Et Ryan, j'ai utilisé Ryan pour le prénom d'un de mes frères, dont je n'ai pas cité le nom, dont je ne vais pas citer le nom, pour des raisons perso. Et il y a, j'ai encore un frère donc, qui s'appelle Nadrur Rahman, et donc c'est le prénom qu'on retrouve dans le livre. Concernant mon prénom, parce que sur Insta, je vous avais fait un peu de... je vous avais annoncé que Oumeima n'est pas mon vrai prénom. Oumeima n'est pas mon vrai prénom. Et mon vrai prénom, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les papiers, etc. Mon prénom qu'ont choisi mes parents est cité un moment dans le livre. Donc si t'es attentive, tu vas tomber dessus. Et quand je suis rentrée au lycée, j'ai commencé à me faire appeler Oumeima. À partir de là, tout le monde a commencé à m'appeler Oumeima. Donc ma famille, mes proches, mes amis, et aujourd'hui tout le monde m'appelle Oumeima. Donc tu peux m'appeler Oumeima. Voilà. Pour information, je n'ai pas signé mon livre avec mon nom de famille de jeune fille ou d'épouse. J'ai signé avec le nom de jeune fille de ma maman, à la fois en hommage. Parce que le livre, c'est son histoire. J'ai écrit ce livre pour Maoumi, donc c'était à la fois en hommage, donc Amjid, et aussi pour des raisons pour garder un petit peu mon anonymat, on sait jamais. donc voilà, vous savez tout concernant les noms et prénoms. Est-ce qu'à force de parler de mon histoire, de ton histoire, elle finit par ne plus t'émouvoir? C'est une question qui est intéressante aussi. Et je dirais oui et non. À force, bien sûr qu'à force de parler de ça, je suis beaucoup moins émotive. Je suis pas en train de pleurer à chaque fois que je vous raconte la mort de ma mère. Je suis pas en train de pleurer à chaque fois que je vous dis oui, ma mère est morte et ça s'est passé comme ça. Donc oui, forcément, en fait, je me détache. C'est-à-dire que les premiers temps, quand j'écrivais, par exemple, en juillet 2018, quand j'écrivais, alors ça faisait que 9 mois en plus que ma mère était morte quand j'écrivais, j'étais tout le temps dans l'émotion, je pleurais tout le temps. À force d'écrire, ça devient comme une histoire dont dont tu te détaches. C'est comme si tu racontes l'histoire de quelqu'un, en fait. C'est comme si ça te concerne pas, c'est comme si ça me concerne pas. Parce que j'en parle quotidiennement. Ok, mais c'est parce que j'en parle quotidiennement parce que je veux transmettre un message, je veux faire passer un message fort, je veux que les gens ils captent ce message, etc. Donc je le raconte. Mais en même temps, c'est ma mère. Donc bien sûr, il y a toujours les moments où ma mère me manque. Et il y a aussi les moments où j'écris un mail, où j'écris un post, où j'écris... Et là, je vais ressentir, comme si je vais réaliser vraiment, en fait, c'est ma maman, c'est mon histoire, c'est ma mère. Et là, je me la réapproprie. Et là, oui, je suis dans l'émotion, c'est un peu dur, je pleure, etc. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est oui, à la fois oui et à la fois non, en fait. Donc voilà. Donc voilà, après ma maman, voilà, au quotidien, il y a des moments où effectivement elle va me manquer beaucoup. C'est vraiment dur en fait, ça, c'est comme la vague, hein. J'en parlais dans le dernier podcast, c'est cette vague là qui vient, enfin c'est pas le dernier, hein. C'est bref le podcast 9 il me semble, sur gérer ses émotions après un deuil, une épreuve difficile, etc. C'est la vague elle vient, quand elle vient elle t'engloutit, ensuite elle repart et là ouf ça va, tu peux en parler, t'es zen, tu peux parler de ta maman, de sa mort, etc. Voilà, je suis zen et tout. Et après, la vague, hop, il se passe quelque chose, ou bien, voilà, le manque et tout ça. Et la vague, elle vient, elle t'engloutit dans la douleur. Et puis elle repart. Donc voilà. Est-ce que j'avais une routine quand j'écrivais mon livre? Est-ce que j'écrivais tous les jours? Est-ce que j'avais un nombre de mots par jour? Oui, j'avais une routine. Et je le conseille trop. Et c'était trop bien, j'aimais trop ma routine. J'aimais trop ma routine, donc je me levais pour le Fajr, je faisais mon MFR, donc j'avais ma routine spirituelle, je faisais mes invocations, etc. Ensuite, j'avais noté 100 affirmations, donc ça me prenait à peu près 5 minutes pour lire mes affirmations
Bon, je lisais pas à voix haute. Parce qu'il y avait mon mari pas loin. J'avais pas forcément envie qu'il dise mais c'est quoi cette folle. Donc je l'ai chuchoté, je me rappelle, j'ai chuchoté mes affirmations, mais avec conviction. Même si j'ai chuchoté, mais j'étais là, comment dire, ce que je lisais, je le lisais avec le cœur, quoi. Et c'était des affirmations pour dépasser mes peurs, pour me mettre en condition d'inspiration, de créativité. Je me disais des phrases, par exemple, je me disais les mots coulent à flot, ou bien attendez une seconde, je vais vous dire ça de manière précise. Tu sais quoi, j'ai fait pause pour aller chercher mon carnet de notes, mon ancien carnet d'écriture en fait. Voilà. Tu sais, hein, moi, l'écriture thérapie, tout ça, que j'utilise pendant mon Miracle Fajr. Et donc, je suis allée regarder mes 100 affirmations. Alors, je vais pas te lire les 100 quand même, hein, parce que ça fait long, hein, ça fait des pages et des pages et des pages. Et des pages et des pages. Mais juste en relisant les affirmations, c'est dingue comment ça m'a fait sentir bien en fait. J'ai relu un petit peu dans ma tête là rapidement. J'essaie de choisir quel passage je vais choisir. Et subhanallah, ça met vraiment subhanallah, le pouvoir des mots, c'est incroyable. Et ben je vais te lire quelques-uns et tu vas peut-être comprendre. J'écris ce livre et les mots s'écoulent de moi comme un ruisseau qui chemine. J'écris ce livre dans l'amour. J'écris ce livre avec rahma envers moi. J'écris ce livre et je me soutiens pour aller au bout. J'écris ce livre et je suis heureuse. J'écris ce livre et comme la vie est belle. J'écris ce livre et c'est naturel. J'écris ce livre et je me pardonne ses imperfections. J'écris ce livre et j'aime ses imperfections. J'écris ce livre et j'accepte ses imperfections. J'écris ce livre et je le fais pour moi. J'écris ce livre et c'est que du bonheur de raconter ma vérité. J'écris ce livre avec lâcher prise. J'écris ce livre dans la liberté. J'écris ce livre pour raconter la plus belle histoire au monde. J'écris ce livre et j'ai des papillons dans le ventre d'excitation et de bonheur. J'écris ce livre et avec émerveillement. J'écris ce livre et c'est mon carburant, ça me donne une énergie folle. J'écris ce livre et je n'arrive plus à m'arrêter tellement je suis dedans. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'écris ce livre dans le flow, dans la joie, dans l'alignement. J'écris ce livre car je sais qu'il peut aider ne serait-ce qu'une personne et c'est déjà immense. J'écris cette histoire car je vais au bout de mes objectifs et c'est mon objectif 2020 bi'idhnillah. J'écris ce livre car c'est mon rêve le plus cher. J'écris ce livre car c'est une sadaqa jariya pour moi. J'écris ce livre car j'aime écrire, car je suis passionnée par les histoires. J'aime faire visualiser, faire ressentir. J'écris ce livre car je veux garder le souvenir d'Oumi pour mes enfants. J'écris ce livre car Oumi aurait été fière de moi. Qu'est-ce que j'ai écrit encore? Ah là là. J'écris ce livre car je veux transmettre mes valeurs, ma vérité et faire cheminer mon lecteur. J'écris ce livre après je me répète un petit peu, etc. Mais je pense que tu vois un petit peu là ce qui ressort. L'objectif de toutes ces affirmations, donc vraiment j'en ai pas mal, hein. J'en ai pas mal. Là, franchement, je tourne les pages, j'en ai encore. L'objectif c'était ah oui, à un moment j'avais écrit, attends, il est où ce passage? Je crois que j'avais écrit j'écris ce livre et je rayonne tellement que la lumière est captée entre les pages. Mais j'écrivais des trucs. C'est rigolo quand je me relis. Ouais, j'écris ce livre et je rayonne de bonheur. J'écris ce livre et j'ai juste une envie, c'est de ne jamais m'arrêter d'écrire. Ouais, tellement j'aime écrire ce livre que les mots, les pages, les chapitres s'emballent trop vite. Tellement j'aime écrire, j'arrive plus à m'arrêter. Voilà, en fait, toutes ces phrases-là, l'objectif, c'est parce que au départ, quand j'écrivais, j'étais hyper bloquée. Je crois que j'en parlais dans mon podcast sur les coulisses. En fait, j'avais peur d'écrire. Je savais pas trop comment commencer à raconter mon histoire. Je réfléchissais trop, j'étais trop dans ma tête. Et il y avait une question précédente qui me disait, oui, est-ce que tu réfléchis, est-ce que tu méditais pour choisir les mots, etc. Mais au départ, quand je me suis lancée, oui, j'étais là-dedans. Et quand je faisais ça, mais un cauchemar, quoi. Je veux dire, j'étais pas dans le flow, j'étais pas dans l'inspiration, la créativité, je me laisse aller, je lâche prise. Non, j'étais hyper crispée, en fait. Faut vraiment m'imaginer, j'étais crispée sur mon ordi. Oh là là, alors on va commencer par quoi? Quelle phrase? Hop, je donne une phrase, je m'étais, enfin, tu vois, j'étais hyper lente et j'écrivais avec ma tête et je cherchais à faire des belles descriptions, je cherchais bref. J'écrivais pas du tout dans le flow, j'écrivais pas du tout de manière instinctive. Et donc, je me suis rendu compte donc de ce blocage et j'avais très très peur parce que je voulais tellement que mon livre
il touche les gens, il soit utile aux autres, que je me bloquais toute seule. Et quand j'ai fait ces affirmations, donc ce que tu viens de lire, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, juste en les lisant, je sais pas ce que toi t'as ressenti en m'écoutant, mais moi en les lisant, c'est des affirmations personnelles, c'est-à-dire que vraiment je me suis dit, ok, si j'avais pas peur, en fait toutes ces affirmations c'est des espèces d'affirmations opposées à la peur, c'est-à-dire je suis dans la joie, je suis dans la confiance, je suis dans l'amour, je me rappelle pourquoi j'écris ce livre, je suis heureuse, je suis dans des émotions très 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 positives. Et vraiment, je suis dans tout le contraire de la peur, le stress, le doute, tout ça. Du coup, quand je terminais mes affirmations, je préparais mon petit café, je pressais des oranges, donc j'avais mon petit jus d'orange, des petits gâteaux ou des fruits, des choses comme ça. J'avais ma petite plante verte. Je me posais sur la table. Sur la table. Je travaillais dans la cuisine. Je me posais sur la table de la cuisine. Et avec mon ordi, je grignotais, je buvais mon café, tout ça. Et en même temps, j'écrivais dans le flow. Et vraiment, je sentais que ça coulait en moi. Et c'est pour ça, parce qu'on m'a beaucoup dit, ton livre est très fluide, il se lit facilement, il est fluide. C'est vraiment parce que j'ai fait ça tous les jours, quasiment. Il y a eu quelques jours où parfois je sentais que j'avais besoin de faire un break, ou bien j'avais des petits blocages, etc. Donc pendant 2, 3, 4 jours, je m'arrêtais, mais après je reprenais directement tout de suite après. Et en général, j'écrivais quasiment tous les jours. Et du coup, j'étais vraiment dans un état de... C'était très particulier, c'est 1 mois et demi vraiment focus mon livre, et je l'ai vraiment écrit d'une traite. D'ailleurs, ça m'a posé un petit peu des problèmes parce que après ça, des fois j'avais des idées. Enfin, après avoir fini mon premier jet, il y avait des choses que j'avais envie de raconter. Pendant que je voulais raconter, à un moment, j'avais fait une crise d'angoisse. J'ai vécu des choses et je me suis dit, ah mince, je les ai pas racontées. Et j'avais envie de les insérer parce que je me suis dit que les gens vont se reconnaître. Il y a peut-être des gens qui font des crises d'angoisse, il y a peut-être des gens qui vivent des choses un peu difficiles. Ça va les aider. Mais en même temps, je me disais, ouais, mais je fais comment pour l'insérer en fait? Pour moi, le livre, il était intouchable en fait. Je me disais à quel moment, comment je fais pour l'insérer. Je me voyais pas du tout, donc je les ai mis de côté. J'ai dit qadarallah, tant pis, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il faut beaucoup travailler sur le plan en amont. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment travaillé sur mon plan, qu'est-ce que je raconte, où ça, les anecdotes que je raconte. J'avais vraiment réfléchi à tout ça. Et une fois que j'ai réfléchi à tout ça, je me suis laissé couler, je me suis laissé aller et j'ai écrit. Donc voilà. Donc pour répondre à la question. Est-ce que j'ai une routine? Oui, donc je viens de la citer, donc les affirmations, la spiritualité, les affirmations. À ce moment-là, je faisais des étirements, mais je faisais pas ma marche, tout ça. Je faisais juste des étirements, parce que l'objectif c'était de commencer à écrire le plus vite possible. J'écrivais entre ma routine du Fajr et le réveil de ma fille. Donc voilà, donc c'était, en général ça durait 1 heure, 1 heure et demie, allez 2 heures. Voilà, grosso modo, ça durait ça. J'écrivais... Je m'étais donné quoi comme challenge déjà? Je crois que je m'étais donné comme challenge d'écrire 1000 mots par jour. Il me semble que même plus. 2000 mots 1500, 2000 mots, je crois. Je crois que c'était... Le challenge, c'était 2000 mots, 1000 minimum. Et puis, j'avais des journées hyper créatives où je me rappelle, j'étais montée jusqu'à 4000 mots, 4500 mots. C'était ouf, mais c'était rare. Voilà, ça m'arrivait d'écrire dans la journée, mais c'était très très rare. Voilà, parfois ça m'arrivait où je me sentais vraiment, je sentais que j'avais plein d'idées, j'avais vraiment envie d'écrire. À ce moment-là, je me lâchais. Mais en général, je pense que je tournais autour des 1000, 1500, 2000 mots à peu près. Et combien de temps ça m'a pris au total entre le début d'écriture de mon livre et sa publication? Alors, donc si t'as écouté le podcast sur les coulisses, tu sais que j'avais écrit une espèce de brouillon. Moi, j'appelle pas ça un premier jet, c'est vraiment le brouillon du premier jet. En 2018, oui c'est ça, en octobre 2018, le moment où je me dis ok, je vous annonce, oui je suis en train d'écrire mon livre, tout ça. C'était pas vraiment je considère que c'était pas vraiment le livre. C'était de l'écriture thérapie, j'écrivais pour moi, donc on va pas compter ça. Ouais, c'était une espèce de premier brouillon, mais qui était une catastrophe quand je l'ai relu après. Illisible, je l'ai mis de côté, je l'ai mis de côté. Il m'a juste servi à prendre les anecdotes liées à la mort de ma mère, sa maladie, que j'avais raconté. Alhamdoulilah, j'avais bien fait par contre de les raconter, parce qu'en fait le temps est passé et mine de rien, les souvenirs s'effacent un petit peu. Il y a des détails que j'avais oubliés, il y a des choses que j'avais oubliées, ou bien je me rappelais plus très bien. J'ai pu relire mon brouillon et me dire ah oui c'est vrai, ça s'était passé comme ça, dans cet ordre-là, etc. Ça m'a permis de rester vraiment proche de la réalité. Pour les chapitres 2 et le chapitre 3. Et sinon, moi je considère que j'ai vraiment commencé à travailler sur mon livre en janvier, on va dire, janvier 2020.
Donc j'ai commencé à ce moment-là à travailler avec Hélène. Donc début 2020, je commence à travailler avec Hélène. Et là, disons grosso modo, que ça m'a pris de janvier à avril. De janvier 2020 à avril 2021. Donc c'est plus d'1 an. Sachant que j'ai écrit mon livre en plusieurs étapes, comme je disais. D'abord, il y a le plan. D'abord, il y a la réflexion. Même avant le plan, il y a la réflexion sur la mission du livre, le message du livre, à qui je m'adresse, quel est le message que je veux faire passer, quelles sont les valeurs que je veux faire passer, qu'est-ce que je veux transmettre comme émotion. Il y a une vraie réflexion autour de ça, on en a bien bossé dessus avec Hélène. Je lui en suis très très reconnaissante. Si j'avais pas fait ce travail, le livre n'aurait pas été le même, c'est sûr et certain. Donc, il y a déjà tout ce travail en amont de réflexion. Et ensuite, il y a le travail sur le plan. Ok, il y a quoi dans le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 ? Et là aussi, ça a été un peu galère. Des fois, j'avais des idées un peu loufoques. à un moment, j'avais des idées et tout ça, mais bon, en écrivant, même pas en écrivant, en écrivant, je m'étais rendu compte que ça marchait pas. Mais on teste des choses, on a des idées, on teste des choses, etc. Bref, donc il y avait la partie sur le plan, il y a la partie sur le premier jet. Ensuite, il y a la partie j'envoie aux bêta-lectrices, je le réceptionne, je corrige en prenant en compte leurs remarques. Ensuite, il y a la réécriture. Et ensuite, il y a j'envoie à la correctrice, elle corrige les fautes et tout ça, les syntaxes, tout ça. Et j'envoie à la graphiste pour la maquette du livre. Donc tout ça prend beaucoup de temps. Et après, entre-temps, j'ai pas fait que ça non plus. Entre-temps, j'avais lancé le MFR. J'avais lancé en février et je l'avais lancé en juin. Et donc là, depuis juin, je n'ai pas relancé. Ça va bientôt faire, ça va faire 1 an là. Au moment où tu m'écoutes, ça fait 1 an. Au moment où je te parle, on est en mai, fin mai. Mais au moment où toi tu m'écoutes, normalement, ça va faire, on sera déjà en juin. Donc voilà. Bon, écoute, dis donc, subhanallah, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Je suis vraiment bavarde, hein. 46 minutes, masha'Allah. Sachant que je n'ai répondu que aux questions sur mon livre. Du coup, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais faire une FAQ en plusieurs parties, hein. C'était pas prévu, mais ça c'était la partie 1 du coup de la FAQ. Et je continuerai après. En tout cas, je suis trop contente que vous m'ayez envoyé vos questions, je trouve que c'était hyper intéressant. Et donc voilà, je te retrouve la semaine prochaine pour la suite de la FAQ, tout simplement. J'espère que le podcast t'a plu, t'a été utile. Comme d'habitude, si tu veux me soutenir, tu peux l'envoyer à tes amis, soit cet épisode-là, soit d'autres épisodes qui t'ont plus marqué, qui t'ont plus été utiles, qui t'ont plus touché. Tu peux mettre une note sur Apple Podcast ou me laisser un commentaire, ça me ferait super plaisir, Inch'Allah. Et si tu veux découvrir la réaction inspirante et surprenante de ma tendre, au moment où on lui annonce qu'elle a un cancer, n'hésite pas à télécharger l'extrait gratuit de mon livre. Je te mets le lien en description, avec également le lien si tu veux te procurer mon livre, Inch'Allah. Sur ce, je te dis à jeudi prochain. Salam alaikum.